Parfait. Merci beaucoup de nous suivre sur le site du Temps et sur Zoom pour une conférence d'1 heure. C'est la 64e conférence en ligne que l'on fait depuis la crise du Covid. Ça fait beaucoup. On a essayé de se développer comme ça et on va continuer même après la crise. On espère bien sûr que ça va vite se rétablir tout ça et qu'on pourra aussi vous accueillir chez nous pour faire des événements physiques. Mais on continue comme ça de faire des conférences en ligne. Et on a eu cette idée de faire une discussion avec le réalisateur Simon Gabiou. Simon Gabiou qui travaille pour le Temps. Il va se présenter et il va un peu vous expliquer comment lui travaille, comment il peut vous aider à développer des films documentaires. Alors pour vous, avec un smartphone, avec une caméra, avec plus de matériel, il va vous dire comment il travaille. Cette session, donc d'1 heure, elle va se dérouler en 2 parties. Première partie, Simon va faire une présentation de 20 à 30 minutes. Il va vous expliquer un peu le déroulé de comment il travaille. Et la deuxième partie, c'est les questions-réponses. Évidemment, voilà, vous avez peut-être des questions. N'hésitez pas à les poser, que ce soit sur le site du Temps, vous avez une chatbox ou sur Zoom dans l'option Converser qui est tout en bas. On est vraiment là pour vous répondre et Simon est je pense, vraiment la personne parfaite pour ça. Je crois que c'est bon. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant pendant que Simon fait sa présentation et à la fin, en deuxième partie, on va vraiment prendre toutes vos questions pour essayer d'y répondre. Simon, je te laisse la parole, c'est à toi. Merci Cédric, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette conférence, cette masterclass sur comment réaliser un film documentaire ou du moins un court-métrage documentaire. 2 mots pour me présenter. Donc moi je m'appelle Simon Gabiou, j'ai 30 ans, je suis journaliste, vidéaste et réalisateur pour Le Temps, le quotidien Le Temps. 2 mots sur mon parcours. J'ai commencé par un CFC de photographe à l'école de photographie de Vevey. C'était ma première rencontre avec l'image au sens large, suite à quoi j'ai fait des études en relations internationales à l'université de Genève, et suite à quoi j'ai commencé une formation de journaliste. Puis, après quoi, une journaliste vidéo, ma façon à moi de finalement cumuler mon amour de l'image au sens large et ma passion pour l'information. Voilà, 2 mots sur Paysans du ciel, le film dont je vais vous parler ce soir. J'imagine que vous l'avez vu, que vous l'avez regardé. Si ce n'est pas le cas, vous le ferez après la conférence. En 2 mots, l'histoire. L'histoire, donc, c'est l'histoire de Jean-Marc, un paysan de 70 ans qui a passé ses 60 derniers étés à l'alpage. Il s'agit de mon oncle également, je vous en dirai 2 mots à ce sujet plus tard. C'est un documentaire donc, de 10 minutes, donc on appelle ça un court-métrage. Il a été réalisé en 2019, l'été dernier, et c'est un travail qui a nécessité 3 semaines de travail en tout. 2 mots également pour vous dire sur le parcours de ce festival, donc, de ce court-métrage. Donc, c'est un court-métrage qui a été diffusé dans 5 festivals internationaux et nationaux et qui a gagné 2 prix, dont le prix du public au Festival international du film des Diablerets. Voilà pour poser le cadre. Donc ce soir, le but, c'est vraiment de vous donner des clés de lecture, de vous donner des pistes de réflexion, des étapes clés, je vais en nommer 10, pour réaliser, pourquoi pas, chez vous, vous-même, votre film documentaire. J'insiste sur le documentaire, je ne parle pas ici d'une fiction. C'est 2 manières très différentes d'approcher. Et ici, il s'agit bien du documentaire, donc de raconter l'histoire de quelqu'un à travers lui-même. C'est lui-même qui va raconter son histoire, ce qui est très différent des films de fiction. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Je vous propose maintenant de partager mon écran avec la masterclass. Alors. J'imagine que vous voyez tous mon écran. Cédric, tu me dis si je me trompe, mais ça doit être bon. C'est bon. Parfait. Donc, comme je vous l'ai dit, 10 étapes clés. Ça va prendre une vingtaine de minutes. Le but, c'est de vous donner des petites clés de lecture. Je ne vais pas être exhaustif. Pour ça, je vous laisse volontiers poser vos questions dans le chat. Première étape, peut-être la plus importante, le sujet. Le sujet, c'est finalement ce qui va faire votre documentaire. Un mauvais sujet, quelqu'un va peut-être rester 10 secondes parce qu'il y a des belles images, ce qui va faire que la personne va rester jusqu'au bout de votre film, qu'il dure 5 minutes, 10 minutes, 20, 1 heure et demie, c'est le sujet. C'est très important de respecter, selon moi, 3 points principaux. Le premier, c'est l'originalité. Un sujet qui a déjà été traité,
Ça ne vaut pas la peine de le faire une deuxième fois. Quelqu'un l'a déjà fait, que ce soit bien ou pas bien, ça va faire une redite. Deuxième point, c'est l'intérêt public. C'est-à-dire que j'entends par là qu'il faut que ça intéresse les gens, que les gens apprennent quelque chose et ça apporte finalement un point de vue au débat public. Je trouve ça très important. Dernier point, l'angle. L'angle, c'est un terme journalistique, mais c'est un terme aussi qui peut être utilisé dans le documentaire. C'est finalement, quelle est votre question de base? Quelle est votre originalité? Qu'est-ce qui va faire que ce documentaire-là est spécifique? Dans le cas de Paysans du ciel, des bergers, il y en a plein. Il y a beaucoup de bergers en Suisse, il y en a des milliers. Par contre, une personne qui ça fait 60 ans qu'il est au même endroit, dans le même alpage, 60 étés consécutifs, rendez-vous compte, il n'y en a pas beaucoup. Et rien qu'en ça, j'ai trouvé que c'était un bon sujet original. Voilà. Deuxième point, les protagonistes. Les protagonistes, c'est les gens finalement qui vont faire votre documentaire. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois. C'est très important de se poser la question, pourquoi lui, ou elle, ou eux pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Et finalement, il faut leur donner un rôle. J'entends par là, dans le documentaire Paysans du ciel, je me suis dit, quel est le principal protagoniste? Évidemment, c'est Jean-Marc. Jean-Marc qui apparaissait dans les archives de la RTS de 1965 et qui est encore en activité aujourd'hui. Évidemment, c'est mon personnage principal. Mais il y a aussi son fils qui apparaît dans le film. Il y a aussi sa petite fille. Et ça, c'est ce que j'ai appelé des personnages secondaires. Donc, ils ont un rôle secondaire. Ils apparaîtront moins souvent, mais ils permettront de comprendre la vie de Jean-Marc dans sa globalité. Donc, les protagonistes, très importants également. Troisième étape, la phase de recherche. Extrêmement important. Quand vous allez aborder un sujet, il faut vous documenter, regarder ce qui a été fait dans la littérature, lire des articles, visionner des documentaires. Pour ma part, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui a été fait dans le domaine des bergers de montagne? Qu'est-ce qui a été fait dans ce domaine-là? J'ai regardé des documentaires, j'ai regardé des films de fiction également, j'ai lu des livres, des articles. Ça m'a permis de mieux comprendre finalement ce qui a été fait et ça m'a permis de faire différemment. J'ai également attentivement regardé les images d'archives. Pourquoi? Parce que les images d'archives ont été filmées d'une certaine manière qui était propre aux années 60. Et j'ai voulu me comprendre ce qu'on appelle cette grammaire de l'image, comment ça a été filmé, pour finalement me rapprocher avec une tonalité évidemment 2020, contemporaine, mais pour qu'il y ait finalement une continuité dans le film. Très important donc, la phase de recherche. Quatrième étape, le script. Le script, c'est finalement la colonne vertébrale de votre film. C'est mettre en mots tout ce qui sera en images et en son plus tard. C'est absolument fondamental. C'est votre grille de lecture, c'est votre fil rouge, ça doit être votre outil de travail que vous utilisez au quotidien. C'est très important de le faire en amont, c'est ce qui va vous permettre de savoir quelles questions je pose, quel plan je vais filmer, dans quel ordre je vais faire apparaître les choses. Évidemment, il va être certainement amené à changer, mais c'est très important de le faire maintenant. Dans cet exemple-ci que vous avez sous les yeux, donc c'est le script d'un documentaire sur lequel je suis en train de travailler actuellement, je suis en train de le finaliser. C'est un documentaire de 15 minutes qui sera projeté à l'antenne de la RTS et sur le site du Temps en fin d'année, le 27 décembre, voilà, pour le teasing. Et c'est un documentaire qui parle de l'écrivain noir américain James Baldwin, qui est allé à Loèche-les-Bains en 1953. Rendez-vous compte, c'était la première personne noire qui mettait un pied dans ce village. Et lui raconte dans un documentaire de la RTS qui a été fait en 1951 son rapport au racisme. Et là, vous avez sous les yeux le storyboard tel quel que j'ai utilisé pour mon documentaire. Donc, vous voyez, j'utilise des codes couleurs. C'est très important. Le noir, c'est les archives. Vous avez le gris, c'est ce qu'on appelle l'habillage, c'est ce qui vient, c'est le titre, les coproductions, les dates, le sponsor, les génériques. Voilà, très important aussi. Le vert, c'est les images d'un protagoniste. Le rouge, c'est les images de l'autre protagoniste. Et finalement, le bleu, c'est ce qu'on appelle des plans fixes, des plans d'ambiance tournés en 2020 à Loèche qui vont finalement lier les histoires entre elles. Donc, c'est très, très important d'avoir le script. En l'occurrence, sur ce documentaire comme Paysans du ciel, j'ai travaillé tout seul dessus, mais je l'utilise quotidiennement. Deuxième exemple, le script lorsque l'on travaille à plusieurs sur un projet. C'est un projet de documentaire sur lequel je travaille également, qui traite de l'évolution de la pratique du football féminin en Suisse. C'est absolument passionnant, ce sera plus pour le printemps prochain, celui-là.
Et vous voyez que c'est une autre manière de construire un script. Ici, c'est en colonne, mais on retrouve la même idée, c'est-à-dire le temps, les scènes qui se déroulent. Et ici, on a travaillé avec un collègue à moi qui est compositeur de musique. Et la colonne de droite, c'est un document de travail que nous avons ensemble. J'ai inscrit mon intention, qu'est-ce que j'aimerais installer comme ambiance, et lui, il l'a traduit en musique. C'est une musique originale qu'il compose sur ce film, et c'est voilà, un document de travail qui est absolument primordial, et c'est une base de travail lorsqu'on fait un film documentaire. C'est valable aussi pour les films de fiction. Cinquième étape, la préparation. La préparation, c'est également, je vais dire ça à chaque fois, une étape fondamentale parce qu'elles sont finalement toutes fondamentales, toutes importantes. La préparation, c'est les premiers contacts. C'est, voilà, téléphoner à la personne, bonjour, j'ai été admiratif de votre parcours, j'aimerais bien faire un film à votre sujet, est-ce que vous êtes d'accord? C'est organiser, s'organiser, dire combien de personnes, combien de tournages, combien de jours, la durée, c'est faire un planning, de dire je consacre 3, 4 jours de tournage, 5 jours, je consacre 10 jours de montage. C'est finalement vous organiser, planifier, et c'est également le moment de concevoir votre interview. Votre documentaire, il sera basé sur des faits, sur un récit, et c'est à ce moment-là que vous allez vous poser aussi les questions que vous allez poser à votre interlocuteur, et il faut que ces questions soient anglais, soient pertinentes, soient travaillées, et tout ce travail-là se fait évidemment en amont. C'est très, très, très important. Sixième étape, le matériel. Je vous ai mis sous les yeux la liste que j'ai utilisée pour, non pas pour Paysans du ciel, mais pour le documentaire sur lequel je travaille en ce moment. Je vous ai parlé de cet écrivain noir américain, James Baldwin. Il ne faut pas que ça fasse peur, hein. Chaque vidéaste, chaque réalisateur, chaque tourneur a son matériel. Ici, je vous ai détaillé ce que j'ai utilisé pour l'image, pour la lumière, pour le son. Et c'est ce que j'ai utilisé là. Je vous montrerai après en plus gros plan le matériel. J'ai là des caméras, des objectifs. Donc, le matériel, il faut vous poser la question finalement, qu'est-ce que j'ai besoin pour faire mes plans? Il n'en faut pas trop parce que ce matériel, vous allez le trimballer sur votre dos, ce qui a été le cas pour moi, Paysan du ciel. Donc, 2 heures de montée quand même à l'alpage, à pied, avec une vingtaine de kilos, ça va, mais il ne faut pas plus. Et il faut vous poser la question de prévoir suffisamment de matériel pour filmer toutes les situations. J'entends par là des différents objectifs, j'y reviendrai après. J'entends par là un drone, pourquoi pas, c'est important aujourd'hui. J'entends par là la lumière et j'entends par là finalement le son, très, très, très important. Mais encore une fois, je me recommande, soyez compact, votre dos vous remerciera. Septième étape, le repérage. Le repérage, c'est hyper, hyper, hyper important. Pourquoi? C'est important pour vous éviter des mauvaises surprises. J'entends par là, si vous allez filmer une scène en ville, allez-y quelques jours avant, je vous en supplie, allez-y pour voir le bruit. Si la rue d'à côté, il y a des travaux, ça va sérieusement vous embêter pour votre tournage. Allez voir s'il y a des voisins qui sont là pour peut-être les avertir que vous allez venir tourner. Assurez-vous de l'ensoleillement. L'ensoleillement au mois de juillet, au mois de décembre n'est pas le même, notamment dans une ville avec des bâtiments qui créent de l'ombre. L'ensoleillement n'est pas le même également à 9 h le matin, midi, 18 h. C'est très important d'aller sur place et de vous rendre compte finalement de ce à quoi, dans l'environnement dans lequel vous allez baigner. Le tournage. Le tournage, c'est finalement le jour J ou les jours J. C'est le moment de rendre concret votre script. Vous vous souvenez, vous avez votre script avec vos différents moments, 2020, archives, les différents protagonistes. Et bien là, c'est le moment de vous dire, OK, ce passage-là, ce témoignage-là, il faut que je le filme, il faut que je prenne le son, il faut que je fasse l'interview. Le tournage est un moment clé parce que c'est là aussi que tout peut tourner à la catastrophe. Si vous vous êtes mal préparé, qu'ils annoncent 3 jours de pluie, si vous avez oublié votre batterie chez vous, si vous êtes mal préparé, la personne a cru il fallait 2 heures et en fait vous avez prévu 10 heures. Voilà, c'est le moment clé de votre réalisation. Donc, l'idée du tournage, finalement, c'est comment rendre compte au mieux d'une atmosphère. Vous avez sous les yeux une matinée d'alpage. Il est environ 4 h 30.
là, vous êtes à l'alpage, vous avez le son des cloches d'un côté, vous avez le soleil qui se lève derrière, vous avez des bruits d'ambiance, vous avez des petits insectes, vous avez le torrent qui est en contrebas. Et finalement, vous vous dites, voilà, j'ai des matériels, j'ai une caméra, j'ai des objectifs, j'ai un micro, comment rendre compte de cette atmosphère? Et c'est là qu'il faut faire appel à votre créativité. Utiliser différents objectifs. J'y reviendrai. L'objectif de gauche, c'est un objectif qu'on appelle 24 mm. C'est un grand angle. Comme vous le voyez, ça permet de rendre compte d'une scène. Mais si vous utilisez que cet objectif-là, vous n'avez pas les détails, vous n'avez pas la lumière, vous n'avez pas la cloche, vous n'avez pas le fil de bave du museau de la vache qui tombe, vous n'avez pas tous ces ingrédients-là. Et là, il vous faut d'autres objectifs, comme par exemple ici un 200 mm. Un 200 mm, c'est un téléobjectif, c'est pour filmer des détails. Et finalement, le tournage sera ce moment d'aller filmer cette atmosphère, d'aller prendre ce son. Avec votre micro, vous allez près de la cloche, enregistrer ça. Donc, c'est évidemment très important. Vous allez varier les plans, faire tourner tout ce que vous pouvez. Et étape très importante aussi, oui, il faut se préparer. Oui, il faut faire un script. Oui, il faut essayer de le suivre de la manière la plus stricte possible pour éviter les mauvaises surprises. Mais évidemment, il faut vous laisser surprendre. Il y aura des aléas, il y aura des phrases qui auraient été dites que vous n'aviez pas prévues, il y aura une lumière inattendue. Évidemment, laissez-vous surprendre et captez finalement tout ce que vous pouvez pendant ces jours de tournage. C'est absolument primordial. 9e étape, le montage. Le montage, c'est finalement le moment où tout va prendre forme. Vous avez tourné vos images, vous avez pris vos sons, vous avez la bande sonore de l'interview du protagoniste, vous avez votre musique, vous avez vos sons d'ambiance, et maintenant, finalement, c'est là le travail de composition. C'est comme un chef d'orchestre qui va prendre ces différents éléments et les assembler. Vous avez sous les yeux une capture d'écran de la timeline. En bon français, la timeline, c'est l'outil de travail de tous les monteurs qui vont servir à finalement monter votre documentaire. On peut travailler sur divers logiciels. Ici, c'est Adobe Premiere Pro. C'est un logiciel qui est très largement utilisé par les différents monteurs et réalisateurs. Il y a également iMovie, il y a également Final Cut. Tous reposent sur la même idée, c'est-à-dire d'assembler des plans pour en faire des séquences. Les séquences, c'est une scène en particulier, et assembler ces séquences pour en faire un film avec un début, un milieu et une fin. Sur cette table de montage ou timeline, vous avez deux parties. Tout ce qui est en haut, donc ce qui est jaune, rose et bleu, c'est tout ce qui est de l'image. D'accord? Et tout ce que vous avez en bas, ce qui est vert et jaune, toutes les différentes couches, c'est ce qu'on appelle le son, la musique, l'interview, l'habillage sonore. Donc, je ne sais pas si vous voyez par exemple la audio 1, c'est la première ligne en bas. Ça, c'est par exemple tout l'interview de Jean-Marc, mon protagoniste. D'accord? En dessous, en jaune, c'est tout le bruit d'archives. Et plus bas, on met des sons d'ambiance, on met une cloche, on met le bruit des insectes, on met les musiques. Et tout ensemble va rendre compte finalement de votre documentaire. Ça va raconter cette histoire. Moi, je travaille avec des codes couleurs. Chacun fait comme il veut, c'est pour s'y retrouver. Dernière étape, la post-production. Beaucoup de gens, malheureusement, ont tendance un petit peu à, on va dire, à outrepasser cette phase parce que c'est la dernière, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a envie que ça sorte. Et c'est bien dommage parce que c'est une phase extrêmement importante. C'est finalement la cerise sur le gâteau de votre documentaire. Imaginez, vous avez tout monté, vos images sont en place, vos sons sont en place, la musique est parfaite, vous êtes dans l'ambiance, vous êtes très content, mais c'est pas parfait. Vos images sont un petit peu ternes, elles sont un petit peu grises. C'est pas exactement comme vous voulez. Et ça, c'est toute la phase de la post-production. Post-production en deux temps, post-production de l'image et post-production du son. Vous avez ici l'exemple de cette scène, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est dans le film Paysans du ciel, c'est un matin, vous imaginez une ambiance chaude de début de journée d'alpage, il est 6 heures, les cochons dorment encore, se réveillent timidement. Aussi, là, on entend le ruisseau, on entend les ronflements, voilà, il y a toute une ambiance. Et vous voyez sur l'image de gauche, c'est un peu grisouille,
c'est un peu terne. C'est normal, plus c'est terne, plus c'est gris, plus ça veut dire qu'il y a des détails dans l'image, mais ça veut dire aussi que cette image doit être retouchée. Ce que j'ai fait à droite, j'ai rendu une image, l'aurore, cette première lumière toute douce qui vient vous réveiller avec ce relief sur les cochons, ce petit jaune, comme ça tendre, qui vient vous mettre, on se dit, ok, on est dans le matin, on est là, c'est l'été. Donc ça, c'est très important, c'est un petit peu un travail d'artiste, j'en conviens. Deuxième exemple, cette image, donc ça c'est le documentaire, je vous ai parlé sur l'écrivain noir américain James Baldwin, c'est l'image d'une protagoniste tournée à l'Oèche, donc j'ai voulu avoir un cadrage assez cinématographique. Vous voyez à gauche, l'image est la même chose qu'avant, un petit peu terne, un petit peu grisaille, qui tend un petit peu vers le bordeaux, bref, je ne suis pas très content. Et ce jour-là, imaginez-vous, on était au mois de janvier, à l'Oèche, on est au creux de l'hiver, il fait froid, tout est un peu bleuté le matin. Et moi, voilà, j'ai corrigé les couleurs, j'ai renforcé les contrastes pour amener finalement cette ambiance qu'on retrouve dans tous les films. Hein. C'est clair, tous les films font ça. Voilà un exemple de colorimétrie. Et ce travail-là se fait avec tous les outils sur tous les logiciels de montage. Ça diffère un petit peu, mais le principe est le même. Je vous ai mis maintenant un dernier exemple. On arrive au bout de ma présentation sur la post-production, le son. Je vais vous faire écouter un extrait. Ça dure environ 1 minute. Et je reviens après. On a du travail, mais on est quand même libre, on ne doit rien à personne. On est quand même presque en dehors de la société, faut dire. Ouais, bon, ermite, pas trop, mais jamais eu la solitude. Ça ne me gêne pas du tout. D'ailleurs, si je ne suis pas obligé de descendre l'été, je ne descends pas. Voilà, ma vie est ici, puis voilà. Pardon, fausse manip. Voilà, donc vous l'avez compris, ça c'est une scène du film, mais c'est une scène qui n'est pas finie, où il n'y a pas eu le mixage et l'habillage sonore. J'entends par là que ce jour-là, vous en doutez, l'eau, il y a un bruit d'eau, il y a un bruit d'évacuation d'eau, il y avait une mouche dans la pièce, la porte, elle était vieille, elle grinçait, il y avait de l'orage dehors, il y avait toutes ces ambiances sonores qui sont malheureusement impossibles à prendre du premier coup comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On prend son micro et on va, ce qu'on appelle la pêche au son. C'est qu'on va chercher le bruit de l'eau, chercher le bruit de la mouche, chercher le bruit du tonnerre dehors, chercher le bruit de la porte qui grince. Et on va prendre tous ces sons et les assembler, les mettre sur notre vidéo. Je vais vous faire écouter maintenant le même extrait, mais avec l'habillage sonore cette fois. On a du travail, mais on est quand même libre, on ne doit rien à personne. On est quand même presque en dehors de la société, je veux dire. Ouais, bon, ermite, pas trop, mais jamais eu la solitude. Ça ne me gêne pas du tout. D'ailleurs, si je ne suis pas obligé de descendre l'été, je ne descends pas. Voilà, ma vie est ici, puis voilà. Voilà, donc on voit une différence. Hein. C'est peut-être pas grand-chose, mais ces petits sons font finalement la différence. Ça fait appel à vos 5 sens et vous vous dites, tiens, il y a une atmosphère, il y avait une mouche, il y avait quelque chose. Et ça participe à rendre le documentaire plus immersif et aussi, évidemment, plus professionnel. Alors attention, hein. Dernière remarque, ce que je vous ai dit là pour le son, pour
la colorimétrie, il faut utiliser ça avec parcimonie. Si vous en mettez trop de couleurs, ça fait Instagram, ça fait les filtres Instagram. On se dit, OK, ça marche pas, c'est pas pro. Idem pour le son. Si vous mettez un bruit de mouche à puissance 1000, la porte qui grince, on n'entend plus rien, on se dit, OK, dans la vraie vie, c'est pas comme ça, on n'entend pas comme ça. Donc, très important, mais à utiliser avec parcimonie. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. J'ai respecté, je crois, plus ou moins le timing donné par Cédric. Je vous remercie pour votre attention et on va passer maintenant aux questions et aux réponses. Je vais remettre ma caméra. Merci Simon. Alors, on a beaucoup de questions sur le site internet, j'en ai une quinzaine qu'on a reçues, et puis quelques-unes sur Zoom. Donc, je vais essayer de jongler entre les deux. J'avais juste une question, moi, Simon, avant qu'on passe à cette session. Paysans du ciel, un documentaire, je crois, de 15 minutes. Est-ce que tu peux nous parler de chiffres? Combien de jours de tournage? Tu étais tout seul, je crois, à tourner ça. Combien d'enregistrements, d'heures d'enregistrement? Est-ce que tu as quelques chiffres comme ça à nous dire pour qu'on visualise mieux la réalisation de ce documentaire et combien d'heures de travail dessus aussi pour le montage? Bien sûr. Alors, effectivement, tu l'as dit, j'étais tout seul. J'étais tout seul. Il faut compter, pour ce documentaire-là, donc 10 minutes, nombre de jours de tournage, 3 jours. 2 jours et demi, 3 jours, parce que mon oncle va pas m'apprécier, donc le berger, qui est mon oncle, va pas apprécier si je dis ça, mais il m'a un petit peu engagé pour que j'aille vendre le fromage aussi à l'alpage, puis l'aider à traire. Donc, on va dire 2 jours et demi. On va enlever une demi-journée de tournage. Donc, on va dire 2-3 jours de tournage. Montage, 7 jours. 5-7 jours. Ça paraît beaucoup, hein, mais c'est ce qu'il faut. Post-production, une journée. En gros. Nombre de rushs, je crois, de mémoire, pour 10 minutes de film, j'avais environ 150 gigas de tournage. On ne peut pas vraiment parler en termes d'heures, mais en termes de capacité, c'est 150 gigas. Donc, en 2 mots, hein, Jean-Marc, le documentaire dure 10 minutes, on enlève les archives, il parle grosso modo, j'ai gardé 6 minutes, 1h30 hein, d'entretien avec lui. 1h30, voilà. Il faut faire des choix éditoriaux, il faut garder. Évidemment, il y a peut-être des frustrations derrière, mais voilà, c'est la vie quand on réalise un documentaire. Quand tu parles de rush, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, rush? Ouais. Les rushs, c'est tout ce que vous avez tourné. C'est-à-dire que vous tournez des images, des heures, des interviews, des plans de coupe. Vous tournez beaucoup et vous ramenez ça chez vous. Ça, c'est ce qu'on appelle les rushs. C'est la matière brute. Et ces rushs, vous allez, ce qu'on appelle dérocher, de nouveau un beau mot français, c'est que vous allez tout visionner. Et à partir de là, vous allez faire des choix. Vous allez dire, cette image, je l'adore, je la garde, cette image. Pas terrible, là on ne comprend pas, je ne garde pas. Et les rushs vont passer sur la timeline, donc sur votre banc de montage, et là, ça va faire votre documentaire. Très bien. Alors, on va commencer par les questions. Je commence par Zoom, puis je vais enchaîner avec le site. On va comme ça mixer. Dans tous les cas, continuez à poser vos questions sur le site et sur Zoom. On a encore une bonne 20 minutes. Beaucoup de questions, mais on va essayer comme ça de les traiter toutes. La première question, c'est Pierre. Pierre qui nous demande comment traiter les vidéos réalisées avec un téléphone mobile. Il parle de format horizontal et format vertical. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a ce format vertical qui s'est imposé. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que c'est compliqué de faire une vidéo en format horizontal, vertical? On doit faire les deux, on doit en choisir l'une ou l'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Excellente question. Alors, je vais être très catégorique. Si vous voulez faire pourquoi pas, un court-métrage de 2, 3, 5 minutes pour les réseaux sociaux, Instagram, pour TikTok. Bon, évidemment, c'est plus court TikTok, c'est bien plus court. Mais voilà, ces formats nouveaux, verticaux se développent. On l'utilise aussi également nous, hein, dans le média Le Temps. Oui, verticaux, ça marche. En revanche, si vous voulez être diffusé, pourquoi pas à la télévision, si vous voulez être diffusé, pourquoi pas au cinéma, dans des festivals, c'est horizontal, sans discuter. Donc, je dirais ça pour le côté cool réseaux sociaux, donner peut-être un background à ce que vous vivez, faire des quelques photos souvenirs, super. Mais ça, si vous voulez vous rapprocher d'une qualité pro. Très bien. Une remarque de Bernard qui nous dit les acteurs, attention, parce que parfois ils sont habillés de la même façon. Est-ce que toi, quand tu tournes, tu fais attention à la couleur des habits, des vêtements? Est-ce qu'il y a une attention particulière là-dessus? Ou alors tu y vas comme ça sans forcément t'en soucier?
Non, je m'en soucie. Je m'en soucie, je dirais, pour deux raisons. La première, c'est que pour le son, il y a deux manières de prendre du son. Il y a ce qu'on appelle un micro-perche. Donc, c'est un micro qui va venir externe comme ça au-dessus prendre le son. Et il y a ce qu'on appelle les micro-cravates. Les micro-cravates, c'est un petit micro qu'on va mettre là. Donc, si la personne, elle s'habille en blanc et vous avez un micro noir qui arrive dessus, franchement, ça ne va pas être beau, ça va faire cheap, oubliez. Donc, si vous n'avez pas d'autre matériel qu'un micro-cravate, demandez-lui de mettre un t-shirt noir. En l'occurrence, mon oncle, dans Paysans du ciel, voilà, je l'ai laissé aller comme il est. Il n'est pas acteur, il joue juste son propre rôle. Donc, il est comme il est, il avait ses habits bleus, ses t-shirts. Voilà, ce n'est pas le chemise à carreaux, bûcheron, berger de la montagne comme on imagine, mais ça marche. Il est comme il est, il ne faut pas le changer. Surtout, il ne faut pas parce que la personne ne va pas être à l'aise, je dirais. Donc, essayez de garder les personnes les plus simples possibles. Attention, attention, il peut y avoir des chemises, vous savez, avec ces mini carreaux ou ces mini rayures. Et bien là, au visuel, ça ne va pas être joli. On va voir qu'il y aura un petit décalage, ça va scintiller. Alors, prière, évitez ça. Prenez des couleurs unies, des couleurs plutôt ternes, neutres, pour vous concentrer sur la personne. Très bien. Je vais sur le site pour prendre des questions sur le site. Beaucoup de questions qui arrivent aussi sur Zoom. Alors, sur le site, la première question qu'on a reçue, c'est Julien. Il aimerait savoir combien de rushs vous avez besoin pour réaliser un documentaire de 5 minutes. Alors, je vais vous dire, ça dépend. Évidemment, ça dépend. Il faut toujours plus que pas assez. D'accord? Ça, c'est la première règle. Et finalement, vous aurez toujours plus que ce qu'il vous faut. Mais je dirais, pour 5 minutes, il faut 32, 64 gigas. Ça dépend aussi si vous tournez en 4K, donc qualité maximale ou en Full HD. Ça dépend aussi si vous avez plein d'images de drone. Mais surtout, si vous voulez une image. Moi, ce que j'aime, par-dessus tout, le documentaire, c'est d'aller chercher l'émotion, c'est d'aller chercher ce petit moment qu'on n'avait pas prévu. Et moi, je laisse tourner. Je laisse tourner la caméra. Et parfois, j'ai des images qui font 10 secondes, qui durent 10 secondes, et j'en ai d'autres, au contraire, qui durent 30 minutes. Dans Paysans du ciel, il y a cette fabuleuse scène avec Jean-Marc et sa petite fille qui lui engueulent la moitié comme ça quand il trait. Et ben, ça, j'ai laissé tourner. Elle dure 15 minutes, ma séquence. Et évidemment, ça demande beaucoup de rush. Donc, je dirais, pour résumer, ça dépend ce que vous voulez en faire, mais ne vous limitez pas, tournez, et après, ce sera juste un deuil à faire de ne pas tout utiliser. Très bien. Je vois que beaucoup de questions arrivent. À nouveau, on va essayer de toutes les traiter. Aucun souci par rapport à ça. Une question de Nathalie qui demande sur le site du Temps, est-il possible de réaliser un film uniquement avec un smartphone? Ça va souvent être ça ma réponse. Hein. Oui et non. Qu'est-ce que vous entendez par film? Si un film, c'est rendre compte d'une situation, des vacances ou un portrait d'un de vos proches sur 2-3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, de manière assez simple surtout, oui, c'est possible. Les smartphones aujourd'hui, que ce soit Huawei, que ce soit iPhone, ils font des gros progrès, mais je dirais Huawei, c'est plutôt le leader. Vous avez des super qualités d'image. 4K, stabilisé, très bonne couleur, très bonne fidélité, magnifique. Vous avez aussi des logiciels de montage qui existent. Moi, je ne les connais pas très bien parce que je n'utilise pas beaucoup ça, évidemment, mais ça existe, vous pouvez le faire. Simplement, ce sera assez rudimentaire, assez simple. Vous pourrez, avec vos 2 doigts, couper votre plan, les mettre les uns après les autres, mettre un peu de la musique dessous, mais finalement, ça, c'est tout. Avoir une timeline, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec peut-être un interview, 2 sons d'ambiance, une musique, un bruit de tonnerre, une chasse d'eau, n'importe quoi, eh ben, ce sera tout de suite beaucoup plus compliqué sur smartphone. Et je dirais, oui, c'est possible. Quelques grands réalisateurs l'ont fait ces derniers temps, mais je dirais que si aujourd'hui, tous les documentaires que vous voyez sur Netflix, HBO, Mubai, que vous regardez également à la RTS, etc., de plus en plus, ou au cinéma, si ce n'est pas fait au smartphone, c'est qu'il y a une raison. Très bien. Quelques smartphones peut-être. Je crois le dernier iPhone est plutôt bien pour la vidéo. Le Huawei P40, je crois, Simon. Peut-être ouais. Le Samsung S20 aussi, Ultra. Oui, ils sont bons. Tout ça, c'est des excellents smartphones hein, que tu cites. C'est très, très bien. Après, de nouveau, un smartphone, ça fait une super image, mais ça fait ce qu'on appelle une image un peu grand angle. C'est-à-dire que vous avez l'image comme vous m'avez moi, là, OK, mais on voit le décor, on voit tout. Vous pouvez vous approcher comme ça pour faire un petit détail, hein, pour faire un petit zoom. Ça va bien. Simplement, quand vous aurez de votre film comme Paysans du ciel, Jean-Marc qui va chercher les vaches à 20 mètres, ou bien un soleil qui se lève, ou bien gérer des choses comme ça, des très basses lumières, eh ben, tout de suite, ça va être assez compliqué. Donc,
Il y a des très bons smartphones, mais attention, on ne peut pas non plus tout faire. Mais pour commencer, pour débuter, pourquoi pas? C'est une matière assez économique, assez compacte de travailler. Très bien. Une question de Alice. Intéressante sa question. Quand on filme des témoignages, j'imagine que ceux-ci ne vont pas toujours dans la direction qu'on pensait. Il en ressort peut-être un nouvel angle auquel on n'avait pas pensé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on doit changer sa vidéo? On doit en faire une autre? On doit annuler les témoignages? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, alors c'est une excellente question qui arrive finalement tout le temps. Donc, je vais répondre en 2 temps. La première, c'est plus vous aurez travaillé vos questions à l'avance, plus vous aurez détaillé, anglais, c'est-à-dire posé des questions précises, moins vous aurez de surprises, ça va aller sûrement dans ce sens. Mais si vous vous rendez compte qu'il aborde une thématique différente, qui parle d'une anecdote, qui parle de tout ça et que vous n'avez pas prévu, évidemment, allez dans son sens. Dis, voilà, qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Exemple concret, Jean-Marc. À la fin, il dit cette phrase formidable. Je n'avais pas du tout pensé conclure là-dessus. Il dit cette phrase formidable, si je ne me trompe pas. Voilà, moi je suis comme un chat, j'ai 7 vies, mais je crois qu'aujourd'hui j'ai grillé tous mes jokers. Ah, c'est un petit peu sa façon de lui dire, voilà, évidemment, j'ai 70 ans, j'ai eu beaucoup d'accidents, j'ai parfois passé près de la mort, mais je suis encore là, mais je sens bien que c'est un petit peu la fin, finalement. Et ça, cette phrase formidable, si j'avais trop balisé mes questions, puis suivi ma feuille, question 1, 2, 3, 4, eh ben, je l'aurais jamais eu, parce qu'on a parlé de plus philosophique, la vie, ce que ça voulait dire. Il m'a dit, moi, la fin, ça me fait un peu peur. Je lui ai dit, ah bon, pourquoi? Est-ce que tu as déjà eu la chance? Vers quoi tu vas? Et voilà, on est arrivé là. Donc, je dirais, c'est pas grave si ça ne suit pas votre angle, suivez-le. En revanche, si vous voyez que vous partez à l'ouest, vous perdez un temps fou, que la personne se fatigue, ne le gênez pas de lui dire, on va se recentrer sur ces questions-là si vous le voulez bien, il ne va pas se vexer, ça ira très bien. Alice, il y a une deuxième question. Quelle importance donnez-vous à l'élaboration du projet et du scénario avant de vous lancer dans l'action de filmer? Est-ce que la réalisation, l'élaboration du scénario, c'est vraiment quelque chose qui vous prend beaucoup de temps? Ou alors vous y réfléchissez, vous avez une idée, et puis en 10 minutes, vous vous lancez, et puis on y va, quoi? Non. Alors, on peut. 10 minutes, super, vous êtes un génie, ça marche bien, tout s'enchaîne, il fait hyper beau, la personne est loquace, vous avez des plans magnifiques, très bien. À part ça peut marcher. Moi, ça n'a jamais marché. C'est-à-dire qu'il faut prendre du temps et il ne faut pas lésigner sur ce temps. C'est du temps qui est très important. Vous vous dites, mais non, Dieu, maintenant j'ai envie d'y aller, j'ai envie de tourner. Non, d'un chien, j'allais dire, j'ai envie de tourner, j'ai envie d'y aller. Eh bien non, peut-être. Rangez votre frein, soyez sûr du fil rouge que vous allez avoir. Évidemment, ça va être amené à changer. Évidemment, il y aura des rencontres, d'autres choses. Mais soyez sûr de votre fil rouge. Essayez de faire un script assez précis et vous aurez moins de chances de vous dire, nom de Dieu, ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu, on n'y est pas là, je dois retourner. Voilà, je vous dirais. Après, évidemment, 2 écoles. Il y a peut-être des gens très artistes qui vont vous dire, je fais un script le moins précis possible, comme ça je me laisse guider, je me laisse voguer, et ça va être super. Et il y a peut-être des gens plus angoissés, plus scrupuleux, plus organisés, qui vont aimer d'avoir un script très, très détaillé. Ça va les rassurer finalement. Très bien. J'ai 2 questions sur la 4K. J'ai une question sur Zoom et une question sur le site. Béron sur le site du Temps qui nous demande, faut-il tourner en 4K? Et Bernard sur Zoom qui nous demande, est-ce que vous tournez en 4K ou dans un autre format plus professionnel? 4K, c'est quand même assez, je pense, conséquent comme format. Ah, la 4K. Je savais qu'on allait y venir, la 4K. Alors, ma réponse concernant la 4K. Avant de se poser avec quel format je vais filmer, il faut se dire quelle sera la plateforme de diffusion. J'entends par là que si vous avez des contacts avec le Locarno Film Festival qui va diffuser sur la Piazza Grande votre film, je vous dirais s'il est tourné en 2K pour le cinéma, c'est bien, la qualité sera bien, vous pourrez être à fond les manettes, il n'y aura pas de problème, cool, je vous conseille. Idem peut-être pour la télévision. En revanche, si votre film est destiné à être projeté ou diffusé sur YouTube, Facebook, Twitter, sur le Dropbox pour votre famille, allez-y en Full HD. Le Full HD, pour ceux que je dis, c'est une qualité un peu moindre, mais c'est la qualité standard que vous avez quand vous regardez une vidéo sur toutes les plateformes quasiment, c'est du Full HD. Voilà, je dirais sur Vimeo, YouTube, c'est souvent du Full HD. Je dirais ça suffit. En revanche, la 4K a un gros avantage, c'est que c'est une qualité qui est finalement 2 fois plus grande que du Full HD. Ça veut dire qu'on pourra zoomer dedans de 200% si vous voulez, ou zoomer 50%, ça dépend comment on voit la chose, et puis on aura une qualité qui ne sera pas pixelisée, qui sera très bien. Donc moi, à titre personnel, je l'utilise aussi pour varier. Vous savez, quand on fait une interview, comme vous me voyez là,
c'est peut-être un peu monotone. Avec une 4K, on peut me filmer comme ça, puis rien qu'en zoomant dedans, ça va donner quelque chose à peu près comme ça. Et ça va pouvoir rendre plus digeste la chose. Paysans du ciel a été tourné en 4K, super, mais finalement, j'ai peut-être zoomé dans 5-10% des plans, et ça m'a quand même rempli 150 gigas, des cartes mémoire qui coûtent 228 gigas, qui coûtent quand même cher aujourd'hui. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Pas certain, mais si vous avez les cartes, si vous avez le budget, si vous avez le temps, si vous avez la place, pourquoi pas? C'est vrai que les gens qui regardent aussi les vidéos regardent souvent en 1080, 1080 plutôt que 4K, je crois, Simon, sur Internet. Oui, absolument, absolument. Parce que 4K, il faut vous rendre compte, c'est un poids qui est monumental. Tous les hébergeurs ne prennent pas en charge la 4K. Et finalement, comme je vous le dis, tous vos moniteurs, vos iPads, vos iPhones, vos ordinateurs, c'est que du Full HD. Donc, pour, je dirais, 95% d'utilisation, ça ne servira à rien du tout la 4K pour la diffusion. Une question de Jenba qui nous demande, lorsque vous réfléchissez à votre sujet, est-ce que vous avez directement les images en tête, les plans que vous allez faire ou pas? Vous savez, Jenda, moi, j'ai fait un apprentissage, je l'ai dit, de photographe. Donc, toute ma vie n'est qu'image. Là, je vois Cédric en face de moi, dans son plan, je le vois en termes d'image. Je me balade dans la rue, je vois de l'image. Donc, moi, je réfléchis excessivement en termes d'image. Donc, ma réponse est catégoriquement oui. Oui, j'ai quasiment tout mon film en image. Mais c'est souvent fantasmé. Ça veut dire par là que à la fin, je risque d'être déçu. Mais je projette, je vois finalement tout en image parce que voilà, j'ai une sensibilité à ça et je suis comme ça, quoi. Très intéressant. Et d'ailleurs, si on commence à faire des films, est-ce qu'il y a des endroits, des vidéos, je ne sais pas, où on peut s'inspirer pour trouver des plans de coupe, des idées de réalisation de films? Ouais, je vous encourage, hein. Moi, j'ai pas fait une formation de cinéaste, de vidéaste, j'ai appris sur le tas. C'est juste que, voilà, il faut prendre le temps. Allez sur Vimeo. Allez sur Vimeo. Il y a des courts-métrages formidables par des réalisateurs du monde entier qui sont hyper bien. Vous aurez des plans, vous aurez au début des plans fixes, des travelling, vous inspirez, vous dites ah mais ouais, mais c'est super en fait. Moi, je ne dois pas me mettre comme ça, je peux aller chercher ça comme angle, comme contre-champ, plus bas, plus haut. Tout ça va vous amener à dynamiser et à professionnaliser finalement votre production. Donc, je vous encourage à visionner le maximum de choses que vous pouvez. Très bien, donc inspirez-vous des vidéos déjà faites et utilisez ces plans pour vos propres films. Exactement. Une question de Yann qui nous demande qu'est-ce qu'un plan de coupe? Et il dit, est-ce que c'est la liaison entre deux éléments? Alors, un plan de coupe, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser un jargon. Un plan de coupe, c'est, imaginez, vous avez un interview. D'accord? Vous filmez votre protagoniste, il vous dit des choses super intéressantes, mais même si c'est très intéressant, au bout de 20 secondes, 30 secondes, vous aurez dit, mais j'en peux plus de lui. Enfin, j'ai commencé à m'endormir. Voilà, un plan de coupe, c'est un plan qui va venir, vous allez mettre sur votre timeline au-dessus. Donc, ça veut dire qu'on va entendre la personne parler, elle va continuer à parler, mais il y aura une autre image. D'accord? Jean-Marc, finalement, il n'y a pas eu vraiment de plan de coupe parce qu'il n'y avait pas cette. Je n'ai pas filmé l'interview de Jean-Marc. J'ai utilisé avec ça, qui est un micro zoom, d'accord? Et je l'ai enregistré que sa voix. Mais si je l'avais filmé comme Cédric, on te voit toi ou on me voit moi, eh ben, j'aurais mis des images de paysages, de montagnes pour venir rythmer ça. C'est ça, un plan de coupe. D'accord, ça, un micro comme tu as montré, ça coûte combien à peu près? Ah, ça coûte quelques centaines de francs quand même, hein. Okay. C'est la marque Zoom, il y en a plusieurs. Ça, vous vous rappelez, je vous ai parlé des sons d'ambiance, le robinet, le bruit, le tonnerre, pardon, des choses comme ça, j'ai pris avec ça. Ça prend que le son, mais ça fait un son englobant 3D où on est vraiment dans l'ambiance. Et le son d'une caméra natif, non? Alors, le son d'une caméra, donc ça, c'est le Sony A7. Je ne fais pas de pub pour Sony, hein. Il se retrouve que j'utilise que du Sony parce que j'aime beaucoup Sony, mais je ne touche pas d'argent de leur part. Sony A7, ils font un son qui est OK. On appelle ça un son témoin. Ça veut dire que vous aurez l'interview, OK, on sait ce qu'il veut dire, mais votre son, vous devrez le prendre avec un micro-cravate, un micro-perche, comme je vous ai dit avant, quelque chose de meilleure qualité qui va venir remplacer le son qu'on appelle témoin, qui est beaucoup moins bien. Donc, pour la petite histoire, moi, j'ai tourné avec ça, hein, Paysans du ciel. Ça fait de la 4K, ça coûte 1200 francs. C'est, on peut dire, semi-pro, voire pro. C'est pas déconnant comme budget, c'est plutôt très compact, je suis plutôt très content. Et j'ai tourné avec ça, il manque l'objectif, pouf, qui vient comme ça, sur les objectifs. Donc ça, c'est une Sony, c'est plus une caméra professionnelle pour le coup. Voilà, 2 manières de travailler, beaucoup moins compact, mais avec ça, on peut faire d'autres choses. Je peux revenir dans les détails si ça intéresse quelqu'un, mais je ne vais pas le faire ici.
Une question de Pierre qui demande quel programme de montage utiliser sur ordinateur. Je dirais, ça dépend un peu de votre niveau. D'accord? iMovie, voilà, c'est très didactique. Pardon? Sur Macintosh, c'est ça? Sur Macintosh, c'est très didactique, c'est très facile à utiliser, hein, c'est très intuitif, on met les plans les uns après les autres. Parfait si vous commencez, allez-y sur iMovie, on fait des trucs très bien pour commencer. Ensuite, Final Cut. Final Cut, voilà. Le X, ça dépend. Bah, ça, c'est un logiciel de montage qui est un petit peu plus performant. On peut faire un peu plus de choses déjà. Hein, on se professionnalise. Et puis, moi, j'utilise Adobe. Adobe parce que je connais bien Photoshop. C'est la suite Adobe. Adobe Premiere, on fait des choses formidables pour la colorimétrie. Voilà. Moi, je dirais ça dépend un petit peu de votre niveau, ça dépend aussi de votre budget. Adobe, on peut faire des choses super, mais l'interface est aussi un petit peu moins intuitive. Hein. Vous allez vous dire, ouh là 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 là, je vais partir de là, alors que finalement, c'est pas si compliqué. Très bien. On a plusieurs questions sur le financement des documentaires. Alors, je vais en prendre deux. Yann qui demande vivre des documentaires. Comment on peut financer un documentaire? Quelles sont les pratiques actuelles? Et j'ai aussi une personne qui me demande est-ce que c'est compliqué de financer un film ou un court-métrage? On fait comment? Alors, je vais faire la réponse en deux temps. Me concernant, les producteurs du film, donc finalement ceux qui mettent l'argent, ça a été pour Paysans du Ciel les archives de la RTS et le temps. Idem pour la série documentaire que je suis en train de faire avec eux, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, j'ai pas eu besoin d'aller chercher des gens finalement. J'ai parlé de mon projet, avec mon bâton de pèlerin, je suis allé vers mon responsable hiérarchique, j'ai envie de faire ça, super. On va vers les archives de la RTS, j'ai envie de faire ça, super. On finance, on se met d'accord sur un budget et tu y vas. Voilà, tout le monde n'a pas la chance de travailler dans un média, tout le monde n'a pas la chance de faire comme moi. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vous faites un pitch. Un pitch, c'est trouver un titre, c'est écrire en quelques lignes l'objet, le sujet, l'angle, l'originalité. Vous savez ce que je vous ai dit plus haut, le premier point, hein, très important. Ce qui va faire que finalement, votre sujet, super, il faut absolument le financer. Je n'ai jamais vu ça. Ça va apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'opinion publique. Finançons-le. Donc, vous faites un petit pitch. Vous dites 2-3 mots. Vous me dites votre programme, votre diffusion, le format final. Bâton de pèlerin, écrivez aux gens. Et puis, ils vous financeront peut-être. Écrivez à la RTS, écrivez à Arte. Voilà, il y a plusieurs diffuseurs qui existent et producteurs qui vont peut-être financer votre film. Deuxième question, financer le court-métrage. Alors voilà, effectivement, un court-métrage, c'est tout de suite plus compliqué parce qu'un court-métrage, difficilement diffusable à la télévision, difficilement diffusable dans les festivals. Donc je dirais que c'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas impossible. Après un court-métrage, l'avantage, c'est que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Très bien. Alors, je reviens sur le site, là aussi, on a beaucoup de questions encore. Une question de Hervé. Faut-il opter pour des objectifs fixes ou des zooms pour réaliser des vidéos? Alors, Hervé, je vais essayer de faire ma réponse qui est plus compréhensible pour tout le monde. D'accord? Un objectif, c'est ce qui finalement va vous donner l'image. C'est ça. Donc, c'est ça qui va se venir fixer sur votre caméra. Et ça, des objectifs, il existe des objectifs fixes, ce qu'on appelle les 24 mm. Je vous ai montré l'image de la vache avant, donc très grand angle, comme on le voit maintenant. Il existe des objectifs 50 mm, ça veut dire que c'est environ ce que l'œil humain y voit. Et il existe des téléobjectifs comme ça, 200 mm, qui fait un détail. Voilà, j'ai posé le cadre. Maintenant, c'est vrai qu'il existe des objectifs qui changent de focale, on appelle, c'est-à-dire qui changent d'angle. Donc, par exemple, on a comme ça, où c'est 24, 105 mm. Ça veut dire qu'à 24 mm, j'aurai un grand angle, à 105 mm, j'aurai un portrait de Cédric, en l'occurrence, si je regarde maintenant. Ça marche très bien, c'est de l'excellente qualité. Maintenant, il y a des objectifs comme ceux-là, où c'est un 100 mm macro que j'ai là, où là, cet objectif a été spécifiquement construit pour être optimal au niveau de la qualité à ces 100 mm. Donc, ça veut dire à cette vision-là qui est très rapprochée, très macroscopique. Donc, je vous dirais, objectif fixe, super, qualité optimale, problème de taille, objectif fixe, vous pouvez faire qu'une valeur de plan. Ça veut dire objectif fixe, 24 mm, vous avez moins, comme ça, tout votre film. Problème. Je suis débutant en vidéo et j'ai acheté des objectifs à zoom et je ne sais pas si c'est une erreur commune, mais j'avais tendance à sans arrêt, quand je filmais, tourner sans la manivelle pour zoomer, dézoomer, zoomer. Et maintenant, je suis passé à des objectifs fixes et je trouve que c'est beaucoup mieux et beaucoup plus simple parce que je peux me concentrer sur l'image et reculer et me mettre vraiment… voilà. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, je dirais que c'est un petit peu la remarque que j'ai fait avec le script avant. Celui qui aime bien très détaillé, bah, ça va le forcer. C'est-à-dire que celui qui aime bien avoir un objectif fixe puis travailler avec, eh bien, ça va le forcer à lui bouger, lui s'approcher, lui aller à gauche, à droite, reculer, s'approcher de la matière, sentir, se dire « Ah, mais c'est formidable, ce brin d'herbe, je pourrais le faire ressortir là. » Hyper bien, donc ça va rendre plus mobile. Le problème avec l'objectif variable, c'est vrai qu'on a tendance à rester au même endroit, puis faire bzz, 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 et puis ça rend un petit peu passif. Et c'est pour ça que moi j'aime bien les objectifs fixes. J'aime bien les objectifs fixes, mais voilà, ça demande aussi à faire l'effort de varier. Et ce que tu as dit, Cédric, c'est très juste. Avant, au début, tout le monde, moi aussi, on a tendance à changer, à se dire ok, j'ai fait 3 ans de mon plan, je change, rapproche un petit peu, je change, puis après je bouge, puis après ça, comme ça, super, j'ai capté toute la scène. Immense, immense erreur. Pourquoi? Parce que 2 raisons principales. Comme je vous l'ai dit, bougez. Vous ne devez pas balayer l'endroit avec votre objectif focal. Bougez, naviguez, vous avez des jambes, vous naviguez, l'être humain est fait pour bouger, allez sentir, rapprochez-vous de la matière, changez, mettez-vous à genoux, mettez-vous accroupi, couchez-vous, pourquoi pas, allez voir, ça développe les sens et ça fait ressortir des lumières, c'est absolument fondamental. Deuxième chose, c'était quoi ta question, Cédric? C'était par rapport à… alors attends, il faut que je retrouve ça. Tu m'as dit, pardon, hein, je me perds dans mes explications. Ouais, je suis déjà passé Ah oui, l'autre chose. Non, c'est moi. Ok, j'ai retrouvé. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce qu'on a tendance au début à faire des petits plans qui durent 3 secondes. On se dit, ça y est, c'est dans la boîte. Ça y est, c'est dans la boîte. Ou le brin d'herbe, super, dans la boîte. Magnifique paysage. Ok. On arrive chez nous, mais dans le chien, il y a tous mes plans qui bougent, qui ne sont pas nets. Je n'ai rien pouvoir faire avec ça. Eh ben ouais, il n'y a pas de miracle. Vos mains tremblent, vous ne prenez pas le temps, vous êtes un peu stressé. Posez-vous, prenez un trépied, faites des plans fixes. Je fais le plan de la montagne, le cirque au grand angle, hein, c'est magnifique. Je laisse 10 secondes, 15 secondes, ok? Je veux faire le gros plan, idem, 10 secondes, 15 secondes. Vous êtes sûr que votre plan il est net, vous êtes sûr que vous avez l'ambiance, et puis le temps, si vous passez en tournage, il faut prendre le temps. Si vous n'avez pas le temps, partez pas ce jour-là, c'est peut-être pas le bon jour. Très bien, donc prenez le temps de filmer, objectif fixe, vous ne bougez pas, 10-15 secondes, je crois, Simon, ce que tu disais, et puis vous aurez des images comme ça intéressantes à retravailler. Exactement. Je poursuis juste là-dessus, Cédric, 2 secondes. Moi, si vous regardez Paysans du ciel, c'est beaucoup de plans fixes, c'est beaucoup de plans qui ne bougent pas. Ce qui fait qu'il y a une dynamique, ce qui fait qu'il y a une histoire, ce qui fait qu'on sent l'atmosphère, c'est que je varie, je bouge, je vais chercher des angles, des profondeurs de champ, mais chaque fois, évidemment, je fais des séquences de 10-15 secondes pour être sûr d'avoir la bonne manière. Ensuite, on va essayer de bouger, on va faire des travelling, on va faire des choses super, mais au début, si vous êtes débutant, faites des plans fixes et des plans fixes qui durent par pitié. Alors, Thibaut, déjà, qui réagit, qui dit que, selon lui, le gros du travail, en fonction de ce que tu dis, c'est quand même beaucoup d'arbitrage. Je prends pas. Et il pose une question, j'ai eu plusieurs questions là-dessus, c'est sur les drones. Alors, j'ai une question de Lionel. Quel drone vous conseillez aujourd'hui pour démarrer? Moi, j'ai envie d'en ajouter une deuxième. Est-ce que c'est utile aujourd'hui d'avoir un drone? Et puis Thibaut qui ajoute, le drone est-il devenu un incontournable du documentaire en 2020? Et selon vous, quelles sont les futures tendances? On va avoir des drones de plus en plus puissants, de la VR, de la 3D, je ne sais pas. Je vais, si tu veux bien, répondre une question après l'autre. Ouais. La première, doit-on absolument aujourd'hui avoir un drone pour faire un documentaire? Ma réponse est non. Et non, et non, et non. Je vais dire pourquoi. Le drone, aujourd'hui, fait des images magnifiques, spectaculaires, inédites. C'est très bien. Est-ce que c'est un essentiel? Est-ce que c'est un incontournable? Non. Pour raconter une histoire de Paysans du ciel, il y a 3 plans de drone sur 10 minutes. Et on ne se sent pas lésé, on ne se dit pas « Ah non, je ne comprends pas, je ne vois pas où on est, il n'y a pas de paysage. » Donc, ce n'est pas nécessaire. On l'a très bien fait pendant des décennies. Aujourd'hui, on peut le faire, on peut s'en passer quand même. Mais évidemment, ça fait des points de vue inédits, magnifiques. Donc, utilisons-les drones, mais avec parcimonie. C'est comme tout. C'est comme la colorimétrie, c'est comme le mixage, je le montrais avant. Faites 2-3 plans, rendez l'ambiance, mais par pitié, faites pas un film documentaire de 10 minutes où vous avez 5 minutes de plan de drone. C'est ça, finalement, qui va rendre la chose très, très monocorde et pas vraiment, finalement, documentaire. Deuxième question. Pardon ? Non, vas-y, c'était juste pour la législation, en fait. Où est-ce qu'on a le droit d'utiliser son drone ou pas? Je ne sais pas. Alors, la législation est liée finalement au type de drone. Donc, pour répondre à ces questions, je vais prendre la question de Lionel. Quel drone acheter? Déjà, la marque, c'est DJI. Je pense qu'elle s'est implantée dans le marché. Il y a des autres, mais l'incontournable aujourd'hui, c'est DJI. Plus votre drone est petit, plus votre drone est compact,
plus vous passerez finalement, plus vous aurez d'endroits différents, vous pouvez faire voler votre drone. Attention, cette législation va changer l'année prochaine. C'est plus vrai ce que je suis en train de dire, mais aujourd'hui, pour le mois de décembre qui reste, le Mavic Air est un drone qui fait moins de 500 grammes, que vous pouvez faire voler à plus d'endroits que les Mavic Pro ou d'autres gros drones. Mais ça veut aussi dire qu'il est plus léger, super, mais il est aussi un petit peu moins stable, moins grande portée. Mais je pense que pour un débutant, c'est un excellent choix. Maintenant, la législation, effectivement, aujourd'hui, les drones, il y a eu beaucoup d'accidents avec l'aviation civile, il y a eu beaucoup de dérangements dans les réserves fauniques, avec la faune. Donc, il existe une grande législation à divers égards. Je ne vais pas vous faire ici un ramassis de ça, mais sachez qu'en gros, il y a des zones qui existent autour des aéroports, des aérodromes, où certains drones de plus de 500 grammes n'ont pas le droit de voler, à certaines hauteurs également. Et il y a des réserves fauniques, où nichent certains oiseaux, où vivent certaines espèces animales, où là, vous avez une impossibilité de voler. C'est le cas, par exemple, au bord du lac à Vevey, Villeneuve, où il y a une réserve naturelle qui empêche ça. Donc, allez voir sur le site de l'OFAC, l'Office fédéral d'aviation civile, qui regroupe ces différentes cartes où vous aurez le droit de voler ou non. Alors, j'ai encore une question sur le financement. Ici, c'est Bas qui nous demande comment avez-vous financé votre projet. Alors, tu as déjà abordé la question du financement. Est-ce que tu pourrais nous dire à peu près, si tu n'avais pas réalisé tu es salarié du temps, donc c'est pris en charge par le temps, mais si tu avais réalisé ce documentaire en tant qu'indépendant, avec le matériel, tout ça, est-ce que tu as une idée du budget général pour faire ce type de film documentaire, Paysan du Ciel? Alors, ça dépend un petit peu. Il faut faire un calcul. Si vous estimez que vous êtes indépendant, vous travaillez 8 heures par jour, que vous facturez 100 francs l'heure, 800 francs la journée, 15 jours de travail, 15 fois 800, ça fait pas mal. Je ne sais pas combien, mais ça fait pas mal. Je dirais qu'il faut fonctionner un petit peu comme ça. Après, il y aura évidemment les charges, les deuxième piliers, les trajets, la nourriture, le matériel, location. Vous n'avez pas de drone, c'est pas grave. Vous pouvez en louer un pour 3 jours. Bon, faut pas le casser derrière, mais vous pouvez en louer un sur 3 jours. Louer pareil. Ça aussi, des caméras comme ça, c'est plusieurs milliers de francs. Vous savez utiliser, vous n'en avez pas. Vous êtes dans des magasins, vous louez pour quelques centaines de francs, ça marche. Donc, difficile à dire, mais je dirais qu'un film où il y a 3 semaines, 1 mois de travail, ça fait quand même quelques milliers de francs, voire dizaines de milliers de francs. Une question totalement intéressante. Est-ce que vous adaptez votre documentaire, votre réalisation au type de média pour lequel vous travaillez? Paysan du Ciel, il aurait été fait différemment s'il avait été fait pour 20 minutes, pour le Blick, pour la RTS, 24 heures? Évidemment, pour la petite histoire, quand je suis allé avec mon bâton de pèlerin vers mes supérieurs, j'ai dit, voilà, super, est-ce qu'on ne tenterait pas pour une fois un sujet vidéo d'un peu plus long que 5 minutes qu'on a toujours fait? Pas sûr, pas sûr. Ok, vas-y, on a fait ça, c'était une première pour le temps aussi long, on a fait ça, ça a marché, puis après la RTS s'est dit, ok, super, on est content du résultat, on diffuse, etc. Évidemment, c'est un angle qui est assez, je dirais, c'est un journal qui prend le temps de raconter des choses. La RTS, c'est un format qui se rapproche peut-être de Passe-moi les jumelles. Donc, ça marche bien, la télévision. Il y a un public pour ça, pour ces histoires de vie, pour cette nature. Si vous avez trouvé 20 minutes, peut-être qu'ils vont vous dire, je ne sais pas, je ne veux pas parler en heure long, mais est-ce que ces personnes ne pourraient pas raconter quelques anecdotes? Les gens, est-ce qu'ils vont vraiment s'identifier à cette personne? Comment le rendre plus accessible, un peu plus populaire, pas de manière péjorative du tout, mais qu'on puisse plus s'identifier à lui? Par exemple, 24 heures, ils vont vous dire, ok, ça c'est le Valais. Par contre, si on a une histoire sympa, sur 5 minutes, un paysan de montagne qui fait du fromage dans le Jura, à Valorbe, Sainte-Croix ou la vallée de Joux, eh bien peut-être qu'ils sont très preneurs. Et je pense que c'est un format qui aurait pu les convaincre. Voilà. Après, la RTS, ils ont des formats, c'est-à-dire qu'ils ont des formats de diffusion, ce qui est normal. C'est une boîte télévisuelle, donc ils ont des 13 minutes, 26 minutes, 52 minutes. Donc, votre format, si vous voulez avoir une chance de les convaincre, il faudra qu'ils rentrent un petit peu dans ces cases. Vous ne pouvez pas dire, voilà, j'ai 8 minutes, ce serait cool. Ils vont vous dire, peut-être difficilement casable, mais voilà. Question de Mélanie, est-ce que vous restez fidèle à 100% à votre storyboard imaginé au début? Jamais. Jamais. Je pense qu'il n'y a personne qui reste à 100% à son storyboard. Parce que, comme je vous l'ai dit, on se laisse voguer finalement au gré des lumières, des jours de tournage. J'avais prévu de donner une ambiance, ils annonçaient mauvais à la météo. Super, ça va rajouter une ambiance dramatique. Bim, 3 jours de beau. Bon, peut-être qu'il faudra un petit peu revoir le storyboard. Idem pour la personne. Je pense qu'il va me parler de ça. Ça va être beau. La personne, désolé, pour moi c'est trop intime, je ne veux pas parler de ça. Voilà, il va falloir rebondir, sinon ça va être compliqué. Donc,
on s'adapte toujours à nos storyboards, on le retravaille toujours. Moi, je travaille actuellement sur 4 courts-métrages documentaires chaque jour. Finalement, je dois reprendre et on reprend. Et finalement, c'est ça. On dit la nuit porte conseil. Dans le documentaire, j'ai envie de dire les semaines portent conseil. Donc, il faut se laisser guider puis pas être fermé d'esprit. J'ai une dernière question de Jean-Pierre. Quel conseil donneriez-vous à un débutant, voilà, tout simplement pour produire son film? Question basique. Alors moi, je dirais que le principale chose, vous voulez produire votre premier film, court-métrage ou non, on ne fait rien de bien si on ne prend pas de plaisir. Donc, vous prendre un sujet que vous estimez hyper d'intérêt public, mais que vous n'avez pas d'affinité particulière, vous ne connaissez pas les gens, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, c'est assez mal parti. Prenez un sujet que vous intéressez bien, un de vos hobbies, une de vos passions, que vous connaissez bien, vous gagnerez du temps pour la documentation, vous prendrez du plaisir à tourner, vous prendrez du plaisir à monter. Donc, tout ça, finalement, ça ira très bien. Donc, je dirais, un conseil numéro 1, choisissez une thématique qui vous parle. Ça, c'est mon premier critère. Puis ensuite, essayez de prendre du plaisir, allez visionner, allez sur YouTube, il y a des super tutoriels, et puis ça va bien se passer. Une dernière question qui vient d'arriver à l'instant sur Zoom. Elena qui demande, pour une session de type interview podcast, un one-to-one en fait. Donc 2 personnes, interview classique, comment vous faites? Le temps, le cadrage, est-ce qu'il y a des choses pour ne pas ennuyer le spectateur visuellement? Une interview classique? Si je comprends bien sa question, c'est interview pure. Oui. Alors, ma réponse va peut-être un petit peu cash. Interview pure, si vous dites 2 minutes d'interview pure, ça peut passer. Si vous dites 12 minutes d'interview pure, la personne, il y a des chances qu'elle garde le son, mais qu'elle mette son téléphone dans la poche et puis qu'elle cuisine ou qu'elle fasse autre chose. Donc, ça se rapproche d'un podcast à ce moment-là. Donc, je vous dirais déjà, interview pure, prenez 2 caméras. Pourquoi 2 caméras? Parce que ça va vous permettre de jongler, d'avoir un plan large, un plan serré, un peu de 3/4, de profil, un détail sur les yeux. Voilà, ça vous permet de dynamiser, si vous voulez, votre production. Ensuite, soignez à tout prix le son. D'accord? Si votre son est saturé, si il est un peu sous-modulé, c'est-à-dire qu'on n'entend pas très bien ce qu'il dit, eh bien la personne, il n'y aura pas d'image, il n'y aura rien d'autre où elle peut se concentrer, donc elle va vite quitter. Soignez ça, soignez le cadrage et soignez la lumière. C'est très très important, je n'ai pas beaucoup parlé, parce que Jean-Marc, il n'apparaît pas sur une interview, mais les autres plans sur lesquels je travaille actuellement, il faut soigner la lumière, arriver avec une lumière de côté, quelque chose de doux, quelque chose qui parle, éviter les contre-jours. Voilà, soignez ça, puis avec ça, vous mettez déjà pas mal de chances de votre côté. Une question de Jean que j'avais omis, donc je vais quand même la poser, elle est très intéressante. Comment faire pour s'y retrouver parmi toute cette masse de vidéos, de photos, de sons, de choses-là pour faire une vidéo, pour le montage? Je ne suis pas sûr de très bien comprendre. C'est-à-dire de dire, voilà, j'ai 150 gigas, par quoi je commence? Vous faites comment pour trier, en fait? Alors, il n'y a pas de miracle. On regarde tout. On regarde tout. Et dans un documentaire, ce qui va finalement faire des scènes, ce qui va faire ce que les gens se souviennent, c'est ces petites scènes cocasses. Dans Paysans du ciel, la scène avec la poule qui monte, qui marche, elle n'était évidemment pas prévue, qui va chercher le petit fromage par terre, mon oncle qui lui parle, ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Donc, je dirais, allez chercher ces scènes qu'on appelle la captation pure. Donc, ce n'est pas de l'interview, ces petites scènes, il faut aller chercher ça d'abord. Ces moments qui font que, waouh, c'est documentaire et il y a quelque chose et j'ai été emmené quelque part, il y a du vécu. Et une fois que vous avez ça, allez chercher les phrases clés, les moments clés, sensibles, drôles, tristes, qui vont faire finalement votre histoire. Vous posez tout ça et à partir de là, vous mettez vos images, vous mettez vos interstices, vous mettez vos montagnes, vos ambiances, la musique, les sons. Voilà, ça se fait dans cet ordre-là. Mais étape très importante, qui parfois peut être un petit peu, où là aussi il faut ranger son frein, c'est qu'il faut se taper peut-être 6 heures de rush, j'ai dit que c'était des rushs avant, pour tout regarder, ensuite pour pouvoir monter dans les bonnes conditions. Simon, tes prochains projets? Alors, mes prochains projets, donc là actuellement, je l'ai dit, je travaille sur 4 courts-métrages documentaires de 13-15 minutes. C'est une collaboration, les archives de la RTS et le temps. Ce sera 4 documentaires qui vont être diffusés à l'antenne de la RTS. C'est aussi, je reprends des parties d'archives, mais ce ne sera pas tout à fait comme Jean-Marc. Là, je vais prendre des grandes thématiques de société. Le football féminin, j'en ai parlé. Je vais prendre la migration. Je vais prendre le racisme. Je vais chercher des interlocuteurs qui apparaissent déjà dans les archives, les retrouver et voilà, traiter des grandes questions de société à travers le documentaire parce que finalement, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne et c'est ce que j'adore faire finalement tous les jours. Et comme je l'ai dit et je le répète, il faut prendre du plaisir, sinon on ne fait pas les choses très, très bien.
Vous avez été plus de 200 à nous suivre aujourd'hui sur Zoom, sur le site du Temps, sur YouTube. On est très content de ça, bien sûr. Évidemment, on est obligé de faire ça, cette conférence en ligne. On espère, on prévoit de faire en 2021 une session sur le terrain, peut-être aller en montagne et faire un tournage avec Simon en présentiel. On y réfléchit, donc on vous tiendra au courant si on fait cette opération, quand évidemment la crise sera derrière nous. Simon, merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous, à bientôt.